merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Hervé Juvin. Sur le Brexit et le phénomène Trump, pourquoi finalement dans ces deux pays anglo-saxons le populisme a pu arriver au pouvoir et pourquoi pas dans les autres pays d'Europe occidentale. Je crois que tout ce que vous avez dit est vrai. Mais il y a peut-être une raison encore plus profonde, c'est que ces deux pays d'Europe occidentale sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont conservé une forme de fierté nationale. Là où la France a subi le traumatisme de 40, l'Allemagne son effondrement en 45, et je crois que sur le temps long, on peut mesurer la résurgence de la décomplexion d'une société à la manière dont elle vit et elle regarde son histoire. Et on pourrait dire, mais là ça nous éloigne un tout petit peu du sujet, mais que la grande autre nation qui en Europe orientale a vaincu le nazisme, c'est bien sûr la Russie, et effectivement on a aussi un pouvoir populiste en Russie et qui regarde son histoire avec une certaine fierté. Et donc je crois que vraiment, on ne mesurera jamais assez le poids d'une victoire ou d'une défaite dans les consciences collectives et dans la manière dont un pays peut assumer une certaine fierté. Cette parenthèse étant fermée, vous m'avez demandé de traiter la manière dont le Brexit a été vu par les médias. Alors c'est très intéressant, je crois qu'avec le Brexit, il y a des moments comme ça dans l'histoire d'une société où la réalité va tellement à l'encontre d'un discours médiatique que la réalité est trop dure pour certains médias, et donc on a vécu ce qu'on appelle un déni de réalité. Comme les femmes vivent un déni de grossesse, ben là c'est un déni de réalité que je vous détaillerai. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce déni de réalité prend plusieurs formes. Alors, il est d'abord très différent en France et en Bretagne, et c'est ça qui est intéressant. Ce déni de réalité en France, ça va consister à dire que non, c'est impossible, les Britanniques n'ont pas pu vouloir sortir de l'Union européenne. Et donc on va inventer toute forme de raison en disant mais non, ils n'ont pas voté pour le Brexit. En fait, ils ont voté pour autre chose. Ils ont été instrumentalisés, manipulés. Et d'ailleurs, si leur vote est à ce point instrumentalisé, mais pourquoi ne pas les faire revoter ? Donc tout ça, ce que je vous dis, c'est vraiment, vous l'avez tous entendu, vous vous en rappelez. Et puis si ce vote est à ce point irrationnel, si il a été à ce point instrumentalisé, il y a un moment où on peut se poser la question du bien fondé de la démocratie. Et donc en termes très sérieux, vous allez avoir des médias qui se revendiquent démocratiques et qui vont vous expliquer qu'un référendum, ce n'est vraiment pas la chose qu'il faut faire, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut gouverner. Et quand finalement ce discours n'a pas produit d'effet, puisque le peuple britannique a montré qu'il était bien décidé à aller jusqu'au bout de sa logique, et c'est aussi une des raisons du succès de Boris Johnson, c'est de vouloir faire le Brexit. À partir de ce moment-là, le discours a changé. Les médias n'ont plus dit il faut faire revoter les Anglais, mais plutôt attention, ça va être une catastrophe. Et là, vous avez un discours apocalyptique, avec quelquefois même des références à la Bible, le chaos, l'apocalypse, la fin du monde, jusqu'au moment où en fait les prévisions, et encore là on est dans la réalité, les récentes prévisions du FMI, je ne sais pas si vous les avez lues, montrent que finalement l'apocalypse ne se produit pas. Alors, c'est pour ça que là, je pense qu'on rentre dans une troisième phase où le traitement des médias sera à un moment obligé de reconnaître que ce qu'il avait décrit ne se produit pas. Et en fait, on peut dire, à mon avis, des médias, ce que disait Jean Giraudoux
dans la guerre de Troie, au sujet du droit, dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, il disait « Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. » Et en fait, je crois que concernant le Brexit, jamais média n'a autant interprété le réel pour lui faire dire tout et son contraire. Alors d'abord, je vais quand même essayer de vous montrer les grandes différences du traitement médiatique de part et d'autre de la Manche. Et vous verrez que c'est intéressant parce que les médias anglais, le paysage médiatique anglais est très partagé sur le Brexit. La campagne s'est faite principalement sur l'immigration parce que beaucoup de Britanniques estimaient que leur pays accueillait trop de migrants, notamment en provenance d'Europe de l'Est, et vous savez que c'est une conséquence de la liberté de circulation des personnes introduite par les traités européens. Et donc, forcément, la presse de centre-gauche et de gauche qui est traditionnellement favorable à l'accueil des migrants, je pense à The Independent, The Guardian, Daily Mirror aussi, chez les tabloïds, a logiquement fait campagne en faveur du Remain. Il y a aussi tous les milieux d'affaires. Alors les milieux d'affaires de la City, qui habitent Londres, ceux qui tirent parti de la mondialisation, ils lisent en général The Economist, The Financial Times, et donc c'était logique que finalement ils soutiennent le Remain. Alors The Economist, à l'annonce des résultats, a titré Tragic Split, une rupture tragique. Le FT, il a cessé de multiplier les éditoriaux alarmistes sur les conséquences supposées négatives du Brexit, et son rédacteur en chef, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Lionel Barber, qui vient tout juste de quitter son poste au mois de janvier, il a reçu en août 2016 une lettre du ministère des Affaires étrangères français qui le remercie, je cite, pour son rôle positif joué par le Financial Times dans le débat européen, et le nommant ainsi chevalier de la Légion d'honneur. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire, de la part du gouvernement français, c'est une entreprise de corruption de la presse menée par une puissance étrangère. Et ça a été très peu évoqué par les médias français. Vous avez eu quelques médias qui en ont parlé, notamment je pense à RT, mais puis des blogs, mais et puis le plus drôle, c'est que c'est Lionel Barber lui-même qui, sans faire exprès, l'a fait sortir, pensant l'envoyer par un message privé sur Twitter à un ami, en disant « Je ne voudrais pas que trop que ça se sache, mais sache que le gouvernement français m'a envoyé une lettre disant, nous remerciant pour le traitement médiatique du Financial Times. » Et en fait, au lieu de faire un message privé sur Twitter, elle a fait un tweet. Et voilà, donc, mais ça vous en dit long quand même. Et ça veut dire aussi que le gouvernement français était très soucieux de ce traitement médiatique. Et le député conservateur Philip Davies, dans un trait d'esprit mordant, a estimé que, je cite, si on lui donne la Légion d'honneur à Lionel Barber pour avoir perdu le référendum, alors on peut imaginer qu'on l'aurait fait président de la République si le Remain l'avait emporté. Et globalement, pourquoi je vous raconte ça? Parce que globalement, on peut dire que les médias pro-Remain correspondent peu ou prou au bloc élitaire, c'est-à-dire urbain, riche, cultivé, qui se retrouve à la fois dans le libéralisme économique et dans l'accueil des migrants. Alors, à l'inverse, les pro-Brexit. Les pro-Brexit ont axé leur campagne de communication beaucoup plus par des messages simples, repris en boucle sur les réseaux sociaux. Là, je reprends ce que vous disiez, Hervé, sur l'importance d'avoir des messages simples. Et effectivement, ils donnaient le ton. Ils donnaient le ton sur les réseaux sociaux. Ils étaient beaucoup plus actifs que les partisans du Remain. Et du coup, ils ont pu influencer de nombreux indécis. Vous savez qu'une campagne, ça se joue en général sur l'abstention et donc sur les indécis. Il y a eu plusieurs études, je ne rentre pas dans le détail, mais qui montraient que les partisans du Brexit étaient 5 fois plus actifs que les partisans du Remain sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Les hashtags les plus utilisés étaient Brexit, Believe, Vote Leave, donc tous les hashtags des camps du Brexit. Le message du Brexit était plus intuitif, plus émotionnel, plus direct, et donc il a facilité ce qu'on appelle la propagation virale des idées. Mais au-delà des réseaux sociaux, on peut noter aussi l'influence des tabloïds. Les tabloïds, à quelques exceptions près, ont largement soutenu la cause du Brexit, ce qui illustre encore une fois la fracture sociologique du vote entre une classe populaire, en général qui est favorable au Brexit, et les élites
tournés vers l'Union européenne et qui ne lisent pas, qui lisent moins les tabloïds et qui lisent plus The Economist, FT, voilà. Notamment, je pense au groupe de Robert Murdoch avec The Sunday Times, The Sun, qui a été très actif pendant la campagne. Alors The Sun, c'est quand même le quotidien le plus lu au Royaume-Uni. Il n'a pas hésité à titrer au lendemain du Brexit Independent Day. Comme ça, au moins, c'est simple, c'est facile. Et pareil, je pense à The Daily Express, The Daily Mail. Mais, et ça c'est intéressant, on notera aussi le soutien de journaux dits plus élitistes, en tout cas lus par des gens de la classe supérieure, comme The Daily Telegraph, qui est l'organe traditionnellement proche du Parti conservateur, et qui disait, à la veille du Brexit, qu'un monde d'opportunités attend un Royaume-Uni totalement indépendant, et qu'en soutenant le Brexit, ce n'est pas la nostalgie d'un âge perdu, mais c'est la volonté d'un nouveau départ. Et ça, je crois que c'est d'abord la première différence avec la presse française, c'est que, outre-Manche, la cause du Brexit est soutenue par les médias populaires, les tabloïds, mais elle trouve des relais importants autour de la presse dite élitiste. Et alors qu'on n'a pas le cas en France. Deuxième différence, c'est qu'au Royaume-Uni, vous avez des médias qui ont largement pris position dans l'un ou deux camps. Et ça a été très tranché. Alors que en France, on s'affiche derrière une pseudo-neutralité en disant on est au-dessus de la mêlée, on est juste des arbitres. Et finalement, en Grande-Bretagne, il y a moins cette hypocrisie. On est dans un camp ou dans l'autre, c'est aussi parce qu'ils étaient directement concernés par le Brexit. Et c'est quelque chose de plus franc et de plus direct. Alors, vous me direz si c'est votre perception aussi, David Goudart. Et la troisième différence, c'est que, enfin, on a un certain équilibre des tendances entre Liv et Riemann. Alors, du coup, en France, c'est l'inverse. Comme je vous ai dit, il y a une plus grande uniformité. On ne trouve pas vraiment dans la presse élitiste, en tout cas lue par les Anywhere, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette presse-là, globalement, est à quelques nuances près pro-Riemann. Et alors, je crois que... mais alors, elle l'est sans totalement l'avouer. Et alors, la palme revient, je crois, à France Info, à tel point, mais ça ne vous étonnera pas, à tel point qu'ils ont été interpellés par leurs auditeurs à la veille du vote. Et je vous lis ce qu'en dit Edwige Coupez, qui le relate. À en croire certains auditeurs mécontents, nous n'aurions invité que des opposants à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et nous n'aurions évoqué que les conséquences négatives de ce retrait et non les bienfaits. Alors, le médiateur de France Info est saisi, et que dit-il ? Donc il répond à Edwige Coupez et il lui dit mais en même temps, y a-t-il vraiment des bienfaits? Et donc dit Bruno Denas, alors qu'il est censé apporter la preuve de son impartialité. Et conclut Isabelle Labéry, chef du service Monde de France Info, elle dit mais en fait les partisans du Brexit ont joué sur les peurs, aidés en cela par la presse populaire, notamment les tabloïds, ils ont utilisé des arguments populistes. Mais, assure-t-il, les médias comme les nôtres ont essayé d'avoir un point de vue équilibré sur la question. Ouf, on est rassuré. Et, mais non, la palme, c'est pas France Info, c'est Le Monde, le journal Le Monde qui parle de chaos et d'apocalypse. Et notamment dans je crois que Bernard-Henri Lévy nous a fait un grand numéro, que je ne peux pas manquer de vous citer. Donc c'est Le Monde du 24 juin 2016. On a un grand moment qui commence comme ça. Ce Brexit, c'est la victoire, non du peuple, mais du populisme. Non de la démocratie, mais de la démagogie. C'est la victoire de la droiture sur la droite modérée et de la gauche radicale sur la gauche libérale. C'est la victoire dans les deux camps de la xénophobie, de la haine longtemps recuite de l'immigré et de l'obsession de l'ennemi intérieur. C'est, dans tout le Royaume-Uni, la revanche de ceux qui n'ont pas supporté de voir les Obama, Hollande et autres Merkel donner leurs avis sur ce qu'ils s'apprêtaient à décider. C'est la victoire, autrement dit, du souverainisme le plus rance et du nationalisme le plus bête. C'est la victoire de l'Angleterre moisie sur l'Angleterre ouverte sur le monde et à l'écoute de son glorieux passé. C'est la défaite de l'autre devant la boursouflure du moi et du complexe devant la dictature du simple. Voilà. Et
Et heureusement, vous allez avoir quand même assez rapidement, c'est-à-dire dès le 27 juin, quelques journaux qui vont s'apercevoir de ces clichés, de ces caricatures. Je cite notamment Marianne, qui, sous le titre « Brexit, comment les médias français ont pris leur rêve pour des réalités », affirme que, manifestement sonné par l'onde de choc du Brexit, la presse française, quasi unanime, n'a pratiquement donné la parole depuis vendredi qu'à des experts en catastrophisme, à des Britanniques désespérés ou à des pro-Brexit rongés par le remords, quitte à snober le choix d'un peuple. Alors, aussi, je vous dis ça parce que c'est quand même intéressant, toujours pour en revenir au Monde, parmi les pépites, on trouvera ce titre du Monde qui, le 27 juin, affirmait, je cite, « Le Brexit affaiblit davantage la politique climatique de l'Europe », en expliquant que le rejet de l'Union européenne par les Britanniques va réduire son poids dans les négociations internationales et risque de retarder, bien sûr, sa ratification de l'accord de Paris. Et enfin, je crois, le pompon, c'est le point du 24 juin qui dit que le tournage de Game of Thrones est menacé par le Brexit, car la série tournée en partie en Irlande du Nord risque de perdre une partie des aides versées par l'Union européenne. Voilà, mais plus sérieusement, maintenant, là où je voudrais m'apesantir sur quelque chose, parce que c'est très important, c'est la remise en cause de la légitimité du vote. Alors ça, c'est très important, parce que les médias, principalement en France, estiment que finalement ce vote est illégitime. Il est illégitime d'abord, je disais, je parlais de ce déni de réalité, il est illégitime parce que c'est un vote irrationnel. C'était un coup de sang, en fait. Et je vous cite Courrier International, aux États-Unis, au Royaume-Uni, des lendemains de gueule de bois. Sud-Ouest, le Brexit, le Royaume-Uni se réveille avec la gueule de bois. Alors si on comprend bien, l'expression gueule de bois revient partout. Et si on comprend bien, ces Britanniques irresponsables ont voté sans être en pleine possession de leurs moyens et ils réalisent au lendemain du vote le geste déraisonnable qu'ils ont posé la veille. Et c'est ce que confirme Sud-Ouest, il nous dit, je cite, « Comme au lendemain d'une soirée bien arrosée, on a refait le monde, rêvé d'un avenir radieux, et puis le matin on se réveille sous les coups de butoir de la gueule de bois du siècle. » C'est un peu ce que vit le Royaume-Uni depuis le vote historique de jeudi, qui a sanctionné la sortie du pays de l'Union européenne. Voilà, donc en gros, ils étaient ivres et donc ils n'ont pas voulu. Et d'ailleurs, nous confirme Marie Drucker sur France 2, ceux qui ont voté, donc JT de France 2, hein, ceux qui ont voté pour le Brexit, le voulaient-ils vraiment? De nombreux observateurs, on ne dira pas qui, estiment qu'il s'agit moins d'un vote de rejet de l'Europe qu'un vote contre les élites, contre l'establishment, contre la politique intérieure du gouvernement. Bref, comme le sont souvent les référendums, un vote de colère. Voilà la colère. Alors, et Diane Cohn-Bendit sur France 2 en rajoute et dit « Quand les pauvres du Pays de Galles ont voté contre l'austérité de M. Cameron, ça n'a rien à voir avec l'Europe, bien sûr. » Et d'ailleurs, ajoute Ségolène Royal, il est impossible de voter contre l'Union européenne, mais ça ne peut pas se produire. Quand on vote contre, c'est qu'il y a une autre raison. Et elle affirme sur la BBC 30 juin 2016, lorsqu'on instrumentalise un vote pour autre chose que son objectif, cela revient en boomerang. La bonne question, ce n'est because people vote for something else. So you cannot accept that people voted against the EU. And the question is to know, what Europe do you want? After that, you also have a discourse that you hear all the time. It is the old and the people who do not have nowhere to be who voted for Brexit. And this comes back regularly. C'est vrai que vous avez 64% des 18-24 ans qui ont voté pour le Remain. Et si vous prenez la tranche d'âge supérieure, 25-49 ans, pourcentage tombe à 45, 50-64 ans, 33, et plus de 65 ans, non, pardon, 35 pour la tranche 50-64 ans, et 33 pour la tranche de plus de 65. Alors, on pourrait dire, effectivement, ces chiffres sont incontestables. Mais, en fait, on oublie quelque chose. On oublie l'abstention. C'est-à-dire, on nous dit, en fait, les jeunes n'ont pas voté, c'est dommage, parce que s'ils avaient voté, ils auraient voté forcément pour les Remain. Parce que, en proportion, ils ont principalement voté pour les Remain. Mais, en fait, on oublie que plus l'âge augmente, plus l'abstention diminue. Au profit exclusif du Brexit. Donc, ça veut dire, en fait, que vous pouvez faire l'analyse inverse, et vous pouvez dire que, finalement, tous ceux qui se sont abstenus
quand ils votent pour le Brexit. Les jeunes se sont majoritairement abstenus. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, l'expérience de la vie fait que plus on vieillit, plus on se rend compte que, d'indécis, on devient brexiteur. Et donc, c'est pour ça que c'est assez malhonnête. Et vous avez les courbes que vous pouvez retrouver sur Internet. Il est assez malhonnête de prétendre que le réservoir de jeunes aurait largement voté pour le Remain, parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les voix abstentionnistes, traditionnellement abstentionnistes, sont des voix de brexiteurs. Voilà. Et alors, je crois que la palme revient toujours au journal Le Monde, Hélène Besmékian, qui a des solutions radicales pour les personnes âgées, en disant « Le droit de vote, affirme-t-elle dans un tweet du 24 juin, c'est comme le permis, franchement, au bout d'un certain âge, on devrait le retirer. » Et quant au temps, le temps suisse du 26 juin, il évoque même la dictature des vieux. Voilà. Et avec, si vous voulez, une espèce de mépris de classe qui est très visible pour les vieux et les déclassés. Alors après, vous avez toute l'histoire, ça a été très important, l'histoire des fake news. Très rapidement, vous avez eu, par exemple, dès le lendemain, le 24 juin sur France 2, Cohn-Bendit qui a dit « Cette victoire, c'est la victoire du mensonge ». Alors il faisait référence au fait, à la campagne, vous savez, vous vous rappelez ce bus qui circulait dans toute l'Angleterre, qui avait été affrété par le camp du Livre, et il y avait marqué « Nous donnons chaque semaine 350 millions de livres », à peu près 430 millions d'euros à l'Europe, donnons-les plutôt à notre système de santé. Et Nigel Farage avait dit « Mais en fait, moi j'ai jamais dit ça, je sais très bien que ça ne peut pas être réaffecté au NHS comme ça. » Et il avait du coup apporté un démenti qu'ont utilisé ensuite tous les partisans du Remain pour dire « Ah, mais en fait c'était une fake news ». Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Nigel Farage, à ce moment-là, se vengeait un petit peu par rapport à la campagne de Boris Johnson, parce qu'il n'avait pas obtenu le remboursement qu'il voulait. Et après, sur le fond, est-ce que c'était une fake news? En fait, ça l'était en partie, c'est-à-dire qu'effectivement, la somme de 350 millions de livres doit être revue à la baisse, parce qu'il y a eu tout le rabais négocié par Margaret Thatcher, il y a eu aussi les dépenses budgétaires de l'UE en faveur du Royaume-Uni, donc il faudrait prendre en compte globalement cette somme, mais le principe de dire que ce qu'on va accorder à l'Union européenne, on pourrait l'accorder aux services de santé, en soi, n'est pas du tout illégitime. C'est simplement dans les proportions. Et donc c'est là où vous vous rendez compte de quelque chose, c'est-à-dire que quand on parle toujours de fake news, dans le camp du Remain, on affirme que le camp du Brexit multiplie les fake news. C'est pas totalement faux sur la forme, c'est-à-dire que le camp du Brexit, quelquefois, propage des nouvelles qu'il faudrait nuancer, relativiser. Mais, donc ce sont, si vous voulez, des fake news sur la forme, mais sur le fond, ça reste quand même des choses qui sont plutôt vraies. Je pense par exemple à ce que disait Boris Johnson, qui pendant la campagne disait que l'Union européenne interdit les bananes courbes et les grappes de plus de 3 bananes. Alors c'est matériellement faux si vous le prenez comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un règlement européen qui fixe les règles de qualité pour les bananes, et c'est l'existence même de ce règlement qui est complètement surréaliste et ubuesque. Alors que dans le camp du Remain, en fait, on fait des fake news, mais beaucoup plus monumentales. Alors elles sont moins repérables sur la forme, elles sont peut-être plus subtiles, mais sur le fond, elles sont énormes. Par exemple, dès le lendemain du Brexit, dans le camp du Remain, notamment en France, on a dit au JT de France 2, plusieurs places financières ont vécu un Black Friday, en référence au Black Thursday de 1929. Et puis, nous dit l'économiste Philippe de Sertine, avec un ton très docte, l'onde de choc va peu à peu se répandre, va se diffuser dans l'économie, et cette onde de choc n'est que négative. Il n'y a rien de positif dans le Brexit d'un point de vue économique. Il n'y a pas de modèle alternatif. C'est un saut dans l'inconnu pour tout le monde. Et de souligner qu'ensuite le Royaume-Uni perd son triple A le 27 juin,
que la bourse dévisse de 3%, et c'est le début d'une grande catastrophe. Mais, très vite, on ne parle plus de la chute de la bourse, tout simplement, parce qu'elle ne chute plus. Ben d'accord, mais du coup, on ne nous dit plus qu'elle remonte. On nous dit que le Brexit plombe les milliardaires parce qu'il y a eu des variations de cours de bourse et que donc, les 400 personnes les plus riches de la planète ont perdu plus de 120 milliards de dollars, affirme Le Point le 28 juin. Mais en fait, c'est une simple variation de cours. C'est-à-dire, c'est pas une perte. Une perte, c'est à partir du moment où vous vendez. Mais là, c'est des variations de cours de bourse, il y en a tout le temps. Et puis, on parle des 400 personnes les plus riches de la planète, donc quand elles ont des investissements, c'est des investissements de long terme. Donc, effectivement, la livre baisse de 10% par rapport à l'euro. Alors, les médias se focalisent sur les conséquences négatives en disant, et Le Monde titre le 22 juillet, l'économie britannique s'effondre. Reuters même prévoyait une augmentation du nombre de chômeurs de 10 000 en plus au mois de juillet. En fait, c'est l'inverse qui se produit. D'abord, on oublie de voir les conséquences positives d'une livre qui se déprécie, notamment sur le plan des exportations. Et ensuite, là, le Figaro le reconnaît quand même, dès le 9 août 2016, en expliquant que, je cite, le Brexit booste le tourisme au Royaume-Uni. Et oui, grâce à la baisse de la livre, les réservations aériennes qui avaient baissé de 2,8% le mois précédent augmentent de 4,3% en seulement quelques semaines après le vote. Les réservations effectuées hors d'Europe ont connu la plus forte hausse de 8,6% après le résultat du référendum. Et tout ça nous est confirmé aujourd'hui avec les résultats donc, du FMI qui publie ses nouvelles perspectives économiques mondiales pour l'année 2020 et notamment en termes de croissance. La croissance pour la zone euro en 2020 est estimée à 1,3%, celle du Royaume-Uni reste inchangée à 1,4% et en 2021 on sera à 1,5% pour le Royaume-Uni contre 1,4% pour la zone euro. Et donc l'annonce de l'apocalypse c'était bien une fake news. Alors, du coup, de mensonges en fake news, on va tenir un discours dans les médias, comme je le disais au début, sur la sortie de la démocratie. Et c'est la dernière chose que je voudrais analyser, parce que c'est quand même très intéressant. Parce que si le Brexit est vraiment ce chaos et cet apocalypse qu'on nous décrit, alors, vaut mieux éviter de solliciter le peuple. Alors déjà, vous avez quelqu'un qui l'affirme c'est dans l'air du 24 juin, c'est le Britannique Philip Turn, qui dit « Quand il s'agit de l'avenir de l'Europe, ce n'est peut-être pas une question que je dois poser à tout le monde. Les gens ne comprennent pas les vrais enjeux. » Et Pierre Moscovici nous le dit au micro d'Europe 1 le 25 septembre 2016, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach sur la possibilité finalement d'un référendum en Europe, en France sur l'Union européenne, puisqu'on était déjà dans la pré-campagne des présidentielles en France, et donc Elkabbach lui demande si ça serait une bonne idée, ça serait une bonne idée d'organiser un référendum sur l'Europe en France, et il dit non, c'est une très mauvaise méthode. C'est une méthode qui divise, qui blesse, qui simplifie, qui déforme et désinforme, où ceux qui jouent sur les émotions peuvent mentir comme des arracheurs de dents, pendant que les autres sont obligés de développer laborieusement des arguments très techniques face à des formules ultra simplistes et agressives. Et le correspondant du Guardian, à ce moment-là, John Henley, déplorait le fait que ce référendum, finalement, est une irresponsabilité quasi criminelle à l'égard notamment de David Cameron. On parie sur avec l'avenir d'un pays pour des raisons de politique interne, c'est vraiment inexcusable. Et là, ça va aller même plus loin, ce discours. Ça va aller même plus loin, parce que on va voir tout un discours sur le sens de l'histoire. C'est-à-dire que, en gros, la démocratie, c'est très bien, mais elle ne doit pas aller contre le sens de l'histoire. Alors, celui qui me l'exprime le mieux, je crois, c'est Jacques Attali, à la veille du scrutin, donc Le Monde du 22 juin 2016. Il explique qu'il y a des choses qui sont irréversibles en démocratie. Ça s'appelle le progrès. Et on ne peut pas voter sur des choses qui iraient contre le progrès, en tout cas ce que lui entend par le progrès. Et Daniel Cohn-Bendit nous le dit aussi sur France Inter, le 4 juillet 2016, je cite « Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand le peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. » Vous remarquerez le point Godwin atteint assez rapidement.
Et ce fameux sens de l'histoire, en fait, il interdit qu'on revienne en arrière. En fait, il interdit l'expression du politique. C'est-à-dire le politique, vous le disiez tout à l'heure, c'est donner une alternative. Et dire, nous n'avons pas le choix, en fait, c'est supprimer certains domaines de la délibération politique. Et finalement, ça confirme la phrase prémonitoire qui avait été lancée par Jean-Claude Juncker au sujet de la Grèce, je cite, « Il ne peut avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà ratifiés », avait-il dit en janvier 2015. Et je termine parce que je vois que je suis long. Le dernier traitement, ça consistera à dire que le Brexit n'aura pas lieu, que le peuple doit revoter, et surtout que le Royaume-Uni doit être puni pour son choix. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous livrer ce grand moment de démocratie avec les propos de Jean Quatremer, qui est invité donc, sur LCP le mercredi 22 juin, la veille du scrutin, et qui dit « Le problème, c'est que si on rend la sortie britannique peu douloureuse, ça va donner des arguments à Marine Le Pen, à l'extrême droite européenne, et ça risque d'avoir un effet de contagion. Donc l'idée, c'est plutôt de rendre cette sortie la plus brutale et la plus douloureuse possible. Pour éviter l'effet de contagion, il faut que le départ soit douloureux. » Et Xavier Bertrand en profite pour rajouter que dès le 25 juin, il dit bah, « C'est simple, on arrête aujourd'hui de gérer la question des migrants à Calais pour les Anglais, alors maintenant c'est à eux de le faire, alors qu'en fait c'est géré par les accords du Touquet, et c'est pas Xavier Bertrand comme ça qui peut décider du jour au lendemain d'arrêter de gérer la frontière à Calais. » Alors aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont peut-être un peu changé parce que la catastrophe annoncée ne s'est pas produite. Et donc, on va, il faut espérer, peut-être vers une plus grande humilité des médias, mais malheureusement, je ne le crois pas. Pour plein de raisons que je pourrais vous exposer ensuite dans le cadre de notre échange. Pour conclure, je saluerai d'abord la liberté de ton et la diversité des médias britanniques, contrairement au bloc monolithique des médias français. Et c'est vrai que je souhaiterais la même chose pour mon pays. L'esprit d'indépendance de la Grande-Bretagne est hautement estimable. Ce peuple qui n'a jamais été vaincu sur son territoire depuis la bataille de Hastings en 1066 a conservé un patriotisme indéfectible, teinté d'une forme d'humour qui lui est toute particulière. Et contrairement à la France, et là je crois que vraiment c'est une des grandes particularités, contrairement à la France, il a su sécréter des élites qui chérissent leur nation et refusent qu'elles perdent la maîtrise de la souveraineté. Et je voudrais livrer à votre réflexion cette phrase de Ernest Renan: « La perfection de l'humanité ne sera pas l'extinction, mais l'harmonie des nationalités. Les nationalités vont bien plutôt en se fortifiant qu'en s'affaiblissant. Les nationalités vont bien en se fortifiant plutôt qu'en s'affaiblissant. Détruire une nationalité, c'est détruire un son dans l'humanité. » Alors puisse la Grande-Bretagne faire toujours résonner, comme la France, le son unique et singulier de son identité. Je vous remercie. Saluons Robert Roland qui vient nous rejoindre et qui interviendra en début d'après-midi. On aurait beaucoup de questions. Je pense que la différence, tu l'as dit, mais entre la France et l'Angleterre, c'est que nous n'avons pas de presse populiste en France et que ceux qui ont traité le Brexit avec un regard plutôt bienveillant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la presse alternative. Ce n'est pas les grands médias mainstream, c'est très différent de la presse anglaise. Merci à vous quatre. Je crois que cette matinée a été très très riche et qu'on a pu aussi échanger. On va continuer à la fois pendant notre déjeuner et cet après-midi. Hervé, qu'est-ce que tu ajoutes ? Avant de partager ce déjeuner, je voudrais juste remercier encore David Goudard d'être venu. Et je voudrais vous dire à tous que ça illustre ce que nous souhaitons, Jérôme et moi, pour la Fondation. Nous souhaitons vraiment que la Fondation ce soit un lieu ouvert où des sensibilités différentes, vous avez écrit pour le Guardian, David, où des sensibilités différentes, mais animées par le respect d'un débat libre, démocratique, et aussi par le souhait que je rappelle que le progrès soit pour tous, trouvent leur place.
C'est en tout cas la ligne que j'essaierai de suivre pour nos prochains débats. Je serais très heureux si David Goudard pouvait participer à un débat que j'espère organiser avec l'essayiste Caldwell, qui a écrit pour le Financial Times, qui a écrit pour le New York Times, qui vient de faire un bouquin absolument passionnant, The Age of Entitlement, sur la situation politique américaine. Je souhaite que nous continuions au sein de la Fondation à créer ce lieu de débat ouvert, démocratique et libre, qui réponde un peu à ce que vous avez si bien dit, l'absence de presse et de débat populaire en France. On se retrouve à 14h. Merci à tous d'être venus. Et les débats de ce matin étaient passionnants, donc on continue sur ce colloque avec cet après-midi trois prises de parole qui seront beaucoup plus politiques, si je puis dire, même si ce matin c'était des prises de parole éminemment politiques. Nous aurons Robert Rowland, député brexiteur, qui interviendra. Laura, que j'ai présentée ce matin, qui elle aussi a été particulièrement suivi ces sujets, et notre collègue de Finlande qui interviendra et nous donnera sa vision du Brexit et ce que l'on peut en faire et comment on peut y réfléchir dans le cadre du groupe Identité et Démocratie. Et Jordan Bardella, qui vous le savez tous, était notre tête de liste en France. Avant que nous nous prêtions à éventuellement un autre jeu de questions-réponses, puisque c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des échanges. Robert, the floor is yours.